Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie d'être avec vous pour cette dernière table ronde de la matinée. On va échanger, donc on a déjà beaucoup échangé, mais on va continuer à échanger sur les apports de l'IA. Là, on va se focaliser sur la gestion des sinistres. On en a déjà un petit peu parlé ce matin, mais on va rentrer encore plus dans le détail, avec deux axes extrêmement importants. D'une part, évidemment, l'amélioration du service que l'on rend chacun à nos assurés. Et d'autre part, l'efficacité opérationnelle, les deux étant bien entendu totalement liés, on est bien d'accord, mais on peut mettre les curseurs de façon un petit peu différente. Aujourd'hui, on en a parlé ce matin, hein, les processus de gestion des sinistres sont extrêmement sous pression, sous tension, vous le savez tous. On a évidemment des coûts d'indemnisation qui sont en hausse, on a une fraude, on l'a vu aussi, de plus en plus sophistiquée. On a aussi donc toute une charge administrative qui reste encore élevée pour nos gestionnaires sinistres. Et puis à côté de ça, on a des assurés qui attendent beaucoup de choses. Parfois des choses peu cohérentes, mais quand même ils attendent des traitements très rapides, très transparents, simples, du contact. Donc voilà, il faut maîtriser ses coûts, il faut accélérer les traitements, il faut toujours aussi améliorer, renforcer cette satisfaction de nos clients. Et donc, c'est là où on voit qu'aujourd'hui, la technologie, encore une fois, tout dépend de ce que l'on décide d'en faire. Et c'est lié au métier, et aux pain points et aux problématiques des clients. Mais en tout cas, la technologie, elle représente vraiment aujourd'hui un levier hyper important. Et c'est une richesse et c'est un vrai apport, et on va en parler, sur ces sujets opérationnels et de service client. Et on voit aussi aujourd'hui, c'est le début, mais c'est le début qui va vite, l'IA agentique, ça va être encore une nouvelle étape en fait, pour transformer notamment les sinistres dans l'assurance. Et il y a pas mal de premières applications qui existent aujourd'hui. Alors pour en parler très concrètement, j'ai un très beau panel d'intervenants à mes côtés, qui sont tous spécialistes et au cœur de la gestion des sinistres dans le secteur de l'assurance. Donc Michael Edoldi, vous êtes Chief Analytics Officer de BNP Paribas Cardiff. Bonjour Michael. Sébastien Van der Wennet, tout au bout, vous êtes directeur général délégué de Kereis. C'était pas loin, vous êtes au-dessus, dans les locaux. Jacques-Olivier Guichard, vous êtes Digital Transformation Business Partner de Groupama. Et puis Benoît Legros, bonjour donc Jacques-Olivier, et Benoît Legros, vous êtes VP EMEA et Asie de Shift Technology. Alors, bonjour à tous les quatre, donc un grand merci d'être avec nous. On va donc échanger sur trois grands points clés. On ne peut pas parler de tout, mais on a pris quelques parties. Donc, dans ce contexte de transformation rapide, donc les attentes, la hausse des coûts, les contraintes, vos grands enjeux. On va aller assez vite là-dessus, mais c'est important parce que vous avez tous des visions complémentaires, mais qui peuvent être un petit peu différentes en fonction de vos grandes maisons. Au regard de ces enjeux, donc là, c'est là où on va rentrer dans le cœur du sujet, sur ce volet de l'amélioration du service, et puis sur la performance et l'efficacité. Vous allez nous expliquer et nous montrer de façon concrète comment l'IA pour répondre à tout ça. Et puis, on parlera un peu de demain, parce que c'est important de se projeter sur comment vous voyez l'apport de l'IA sur la gestion des sinistres. Donc, on va rentrer dans le cœur du sujet. Je vais commencer avec vous, Jacques-Olivier. La première question, ça va être celle de vos grands enjeux en matière de gestion sinistre, donc à la fois sur ce volet de la relation et du service aux assurés. Donc, pour répondre à leurs attentes, on a dit, ils veulent de la rapidité, du service, du digital. Et puis, sur ce volet de l'efficacité opérationnelle, pour mieux maîtriser ses coûts dans ce contexte extrêmement inflationniste. Donc, Jacques-Olivier Guichard, vous êtes donc Digital Transformation Business Partner de Groupama. C'est un acteur mutualiste que tout le monde connaît, un acteur clé dans notre secteur de l'assurance. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes présent sur tous les marchés. Vous avez 12 millions de sociétaires, donc là aussi c'est colossal. Vous avez réalisé 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024. On n'a pas encore les chiffres 2025. Pour vous, les grands enjeux? Oui, alors merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Les grands enjeux dans ce domaine-là, je pense, on parle bien des sinistres et de l'expérience client finalement.
Je pense que le premier enjeu, c'est la compréhension mutuelle, c'est-à-dire comprendre ce que nous dit le client et que lui comprenne également ce qu'on lui dit. Quand je dis ça, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure déjà, juste avant, il faut détecter l'intention, il faut comprendre pourquoi le client nous contacte, que ce soit par mail ou par téléphone, de façon à pouvoir développer la meilleure réponse derrière, l'amener vers la bonne personne et vraiment mettre en œuvre tout le dispositif qu'on a en place, parce qu'on a tous nos process sont là pour répondre aux attentes de nos clients, mais la première étape, c'est de comprendre ce qu'il veut. Donc ça, c'est le premier point, je pense. Et le deuxième, dans l'autre sens, lorsqu'on lui répond, il faut qu'il comprenne ce qu'on lui dit. Et ça, c'est aussi dans la complexité de notre métier. On traite de l'assurance. Quand on est dans un sinistre, ce sont des situations de stress pour les clients. C'est-à-dire que ce n'est pas une situation nominale pour eux. Ils ont un problème. Et donc, c'est encore plus compliqué, je pense. Et la compréhension est vraiment importante. Le sinistre, nous, c'est notre quotidien. Et heureusement pour les clients, ce n'est pas leur quotidien. Donc, compréhension mutuelle, je pense que ça, c'est vraiment le premier point, qui nous amène vers le deuxième, qui va être la proactivité, c'est-à-dire une fois qu'on a compris le client et qu'on pense qu'il a compris ce qu'on lui a dit, mais surtout, on a en tant qu'expert, en tant que professionnel de l'assurance, on a une vision de ce qui va se passer après, et l'IA, là aussi, peut nous aider à anticiper beaucoup de choses. Donc, cette proactivité dans les échanges derrière va être également très importante pour fluidifier, faciliter ces process qui sont, encore une fois, complexes par défaut dans le monde de l'assurance et sur tous les métiers, qu'on parle de l'auto, du lab ou de la santé. Et des complexités différentes et des cas de figure à chaque fois différents. Donc c'est là où, effectivement, l'IA va vraiment être quelque chose de très intéressant pour nous dans nos process. Et peut-être le troisième, effectivement, la gestion de la fraude, ça a été cité aussi plusieurs fois, mais c'est vraiment important ce domaine-là. L'IA peut nous amener de nouvelles solutions de fraude. Non, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, beaucoup d'imagination de la part des fraudeurs. Donc il faut travailler dessus, ça c'est important. Et ce point-là, bien sûr, quand on est mutualiste, la fraude, ça nous permet de mieux jouer notre rôle pour le client, encore une fois. Donc voilà, trois domaines, compréhension mutuelle, proactivité et lutte contre la fraude et maîtrise des risques. Merci Jacques-Olivier. Alors Sébastien, vous êtes le directeur général délégué de Kereis. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était CBP aussi sur ce marché juste il y a quelques temps. Vous êtes courtier conseil et gestionnaire à la fois, donc c'est encore un positionnement un peu différent. Vous êtes le leader européen aujourd'hui en prévoyance et en santé. Vous avez 17 millions de contrats de prévoyance ou gestion et puis évidemment une plateforme digitale totalement intégrée. Pour vous, avec ce modèle, ce positionnement, les grands enjeux sur ce sujet sinistre, c'est crucial puisque vous êtes gestionnaire, donc c'est votre métier, votre cœur de métier. C'est bien de commencer par ça, puisqu'effectivement, quand on est courtier délégataire, c'est évidemment au cœur de notre proposition de valeur. Donc, évidemment, le sinistre, le premier enjeu clé, c'est que ça fait partie de notre ADN et c'est notre raison d'être que de traiter au mieux les sinistres de nos partenaires. On a une vingtaine de partenaires en France, on travaille avec tous les grands noms, quelques-uns qui sont dans ce panel d'ailleurs. Donc ça, c'est un premier point qui me semble essentiel à rappeler. Le deuxième, c'est que enjeu clé auquel on est confronté, je pense qu'on est quelques-uns dans la salle, c'est qu'on assiste pour notre part, et sur la surface qu'on a, on a une forme d'observatoire sur la vie et sur la prévoyance, y compris l'assurance emprunteur assez probant, je pense. C'est qu'on assiste à une explosion de la sinistralité sur une partie de nos portefeuilles. On a un modèle d'IA prédictif et actuariel qui, jusqu'en 2025, était relativement juste et qui subit une rupture de modèle cette année. Donc on a 36% de sinistralité supplémentaire sur une partie de nos portefeuilles. Alors on regarde les causes évidemment, donc est-ce que c'est une digitalisation des parcours qui fait que c'est plus facile finalement de déclarer des sinistres ? En sachant que sur les 100% des sinistres déclarés, il y en a 25% qui, de fait, tombent en route, puisque soit il y a un refus, soit ils sont disqualifiés. Est-ce que c'est lié à l'évolution de la réglementation, les fameux courriers d'information annuels? Est-ce que ça rappelle aux gens qu'ils ont une assurance emprunteur en particulier et génère davantage de déclarations? Est-ce que on voit qu'on a de plus en plus de maladies dites non objectivables, des affections psy? Alors il faut savoir qu'en assurance emprunteur, on a des franchises longues, donc on était jusqu'alors relativement protégé
peut-être par rapport à ce qu'on observe déjà sur de la prévoyance collective, hein, plus classiquement. Pour autant, cette année, on voit que ces affections-là commencent à se développer systématiquement. 90 jours, ça fait plus de 3 mois, c'est des gens qui sont plutôt sur des burn-out, et on était sur des populations emprunteurs, propriétaires, qui peut-être jusqu'alors étaient moins impactés par ces tendances-là. Donc voilà, donc l'enjeu qu'on a là, c'est de déterminer si c'est conjoncturel ou tendanciel. J'ai pas la réponse à la question, pour être très honnête. On est en train de procéder à des analyses. Et bien sûr, du coup, ça pose des enjeux d'efficacité, des enjeux d'expérience client pour accompagner au mieux cette sinistralité en hausse. Merci. Donc des enjeux vraiment cruciaux pour vous. Merci beaucoup Sébastien. Alors Michael de Tolly, vous êtes le Chief Analytics Officer donc, de BNP Paribas Cardiff, donc filiale de BNP Paribas. Vous avez un modèle partenarial, donc c'est encore un autre modèle, mais c'est ça qui fait la richesse des échanges. Vous réalisez un chiffre d'affaires de 36,4 milliards d'euros en 2024. Pour vous, les enjeux, ils se situent où? Donc c'est par rapport à votre contexte aussi qui est important de comprendre. Oui, alors notre contexte est effectivement peut-être un peu différent. Donc nous, on est dans une trentaine de pays et on a près de 500 partenaires distributeurs. Évidemment, BNP Paribas en France, mais ailleurs, des retailers, des banques, des vendeurs de téléphones. Voilà. Donc on a une très très grande variété de partenaires distributeurs. Alors nos challenges à venir sur la question de la sinistralité, alors sans surprise, évidemment, l'enjeu de l'accélération, l'automatisation, le fait de rendre nos clients autonomes par rapport aux sinistres, mais avec un regard peut-être un peu particulier. La question qu'on se pose, c'est où est-ce qu'on met le curseur? C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, et je pense que vous l'avez tous vu ou entendu ou compris, on est tous dans des phases d'industrialisation de nos solutions, mais la question de savoir où est-ce qu'on met le curseur vis-à-vis des attentes du client, vis-à-vis des attentes de nos collaborateurs également, je pense qu'il ne faut pas les oublier aussi. Voilà, donc pour nous, c'est on va construire ces outils-là, on va les industrialiser, mais jusqu'où on va pour être sûr d'embarquer le client, de répondre à ses attentes et à celles du collaborateur. Ça, c'est la première attente, premier objectif. Et le deuxième, alors qui est aussi lié à notre business model, le fait qu'on soit dans 30 pays, qu'on serve des centaines de partenaires différents, c'est l'enjeu de l'industrialisation de tous ces outils, avec une attention particulière évidemment sur la protection des données, une attention tout aussi particulière sur la maîtrise des algorithmes, la maîtrise des IA, leur contrôle, et donc comment est-ce qu'on construit des dispositifs de ce type-là pour pas en avoir 500, pour en avoir le moins possible, le mieux maîtrisé, le plus industrialisé et qui ne coûte pas des fortunes. Donc ça, c'est vraiment un challenge technologique et data et IA qui est absolument fondamental, qui est devant nous. Merci. Alors qu'on va continuer sur la tech. On a commencé là-dessus. Enfin, on a fini là-dessus, pardon. Michael. Donc Benoît, vous êtes donc VP EMEA et Asie au sein de Shift Technology. Vous avez de nombreux clients aujourd'hui sur le marché français dans l'assurance. Vous êtes présent dans le monde entier avec au total 115 clients à date. Et vous avez plus de 3 milliards de polices sinistres et de documents que vous analysez en fait. Donc c'est intéressant d'avoir cette vision. Et vous n'êtes pas un assureur ou un banque assureur ou un courtier. Vous êtes un fournisseur de technologies extrêmement pointues sur ce sujet sinistre et sur ce sujet fraude aussi. Votre vision justement sur les enjeux pour vos clients aujourd'hui, c'est intéressant d'avoir une vision globale. Donc il y a beaucoup des enjeux qui ont été partagés, qu'on voit effectivement et qui sont globaux dans tous les pays. Le premier enjeu sur les attentes des clients, les attentes de vitesse. L'exemple, c'est l'utilisation de l'IA générative, non pas par les assureurs, mais par les assurés. Ils sont allés dans ChatGPT, ils ont expliqué ce qui leur était arrivé, et on leur a dit que c'est bon, ils allaient être remboursés, ils sont couverts. Comment ça se fait que mon assureur mette des semaines? Et qu'en plus, il me demande des documents, alors que ChatGPT rapidement assume m'apporter la réponse. Il y a vraiment un problème avec mon assureur. C'est peut-être un peu plus complexe. Mais voilà, cette attente fondamentale, elle a changé. Parce que dans d'autres lignes, d'autres activités que l'assurance, le monde a changé, et aussi parce que les technologies sont à disposition des assurés.
Le deuxième élément sur lequel on discute beaucoup, c'est l'enjeu peut-être de renouvellement des équipes de gestionnaires. C'est des métiers difficiles, il faut recruter. Et comment on accompagne ces équipes de gestionnaires dans la formation, dans la montée en compétences. On n'est plus comme il y a 20 ans ou 30 ans, on pouvait avoir des parcours d'intégration de plusieurs années, de se former. Alors, ça va dépendre des activités, ça va dépendre des acteurs, mais cette capacité à être plus rapidement, plus opérationnelle, et comment on aide les gestionnaires. Et c'est là où nous, on est persuadé que l'IA ne va pas venir remplacer les gestionnaires, alors bien sûr si sur des sinistres simples, mais là où ça va avoir le plus d'impact sur l'organisation d'une direction sinistre, c'est vraiment en venant, alors on parlait de gestionnaire augmenté autrefois, où on parlait de copilote, alors je ne sais pas quel est le bon terme, mais c'est ça, c'est comment on crée des outils qui vont aider les gestionnaires à mieux aider leurs assurés, et ça c'est le point fondamental qui, à mon avis, doit être traité par aujourd'hui l'IA générative, l'IA agentique. Et peut-être pour finir, et j'accélère, fondamentalement de notre point de vue, les attentes ont changé. Et quelles sont les attentes des assureurs ? C'est de pouvoir industrialiser. Maintenant, avec l'IA générative, tout le monde a branché un copilote Microsoft ou autre chez soi, a l'impression de faire des choses, c'est facile de faire, mais comment ces cas d'usage qui marchent bien, et je ne veux surtout pas dire qu'ils ne marchent pas, mais comment on arrive à les industrialiser au niveau d'une entreprise, dans la durée, avec des gouvernances, des données, et qu'on arrive à avoir une performance, une gestion de sinistre dans la durée. C'est là où nous, on pense que voilà, on apporte une valeur et qui va répondre à cet enjeu qui est aussi clé pour être performant. C'est vraiment ce qu'on a beaucoup évoqué ce matin, c'est qu'on n'est plus période d'époque, on est une période où il faut industrialiser, et c'est là où c'est pas toujours très facile d'y arriver, mais il y en a qui y arrivent, on va voir des exemples ensemble. Donc sur tous ces enjeux que vous avez partagés, donc sur à la fois le côté client et le côté opérationnel, on va commencer sur cette dimension service client relationnel, sur cet accompagnement, donc cette expérience client qu'on peut améliorer, enrichir grâce à l'IA. Donc je vais commencer par vous, Michael, sur cette dimension. Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner sur justement comment l'IA aujourd'hui, la data, l'automatisation va apporter sur cette dimension? Vous m'aviez parlé d'acceptation automatique et notamment aussi d'analyse des conversations, des sujets qui sont très intéressants. Alors peut-être pour démarrer, partager avec vous des résultats d'enquête qu'on a fait auprès de nos clients qui, je trouve, est assez illustratif à la fois des inquiétudes des clients et de ce que nous sommes amenés collectivement à construire. Quand on demande aux clients est-ce que vous voulez que votre sinistre soit traité par une machine ou par une IA, tout le monde dit non. Globalement, ça fout les jetons à tout le monde, soit parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont être maltraités, soit parce que la réalité est que beaucoup de systèmes qui ont été mis en place jusque-là ne sont pas forcément au niveau qui est attendu. Mais quand on met en place des systèmes qui sont objectivement performants et qui apportent objectivement un plus aux clients. Alors là, on a les NPS qui explosent, des clients qui sont extrêmement contents et quelque part, on les comprend. Alors, ça dépend évidemment du type de sinistre, mais quand on a fait tomber son téléphone dans les toilettes et qu'on voudrait rapidement en avoir un deuxième, on n'a pas envie de raconter sa vie à 25 personnes, on n'a pas envie d'envoyer 25 documents, on n'a pas envie, voilà, on a envie d'être remboursé aussi rapidement que possible, et sur des sinistres de ce type-là, alors il y a les enjeux de la fraude qu'il faut bien entendu avoir en tête, mais on est capable de faire des réponses extrêmement rapides grâce à l'IA. Donc très concrètement, comment est-ce qu'on utilise l'IA pour ce genre de choses? Alors, on a démarré tout ça avant l'IA générative, avant l'IA agentique également, dont on reparlera. Donc on peut déjà faire plein de choses avec de l'IA classique. Donc très concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, au moment où le client déclare son sinistre, nous on fait tourner des scores qui permettent
d'identifier si ce sinistre-là, est-ce qu'on n'a pas les moyens de l'accepter immédiatement sans demander des informations complémentaires, sans rentrer dans un process long. Et donc ça, c'est une satisfaction énorme pour le client parce qu'on retrouve les enjeux d'immédiateté et évidemment, ça intéresse aussi l'assureur parce que ça va beaucoup plus vite à traiter. Et cette mécanique-là, on peut évidemment la répliquer à différents moments de la vie du sinistre, c'est-à-dire que celui qu'on ne va pas accepter automatiquement, on va le scorer une deuxième fois et on va regarder est-ce qu'on le fait passer dans un fast track ou est-ce qu'on le fait passer dans le chemin standard. Donc le chemin standard, par exemple, on va peut-être lui demander 3 documents et le chemin fast track, on va lui demander qu'un document. Voilà, donc on est de nouveau mais c'est bien des outils différents, des scores différents. Et puis ensuite, une fois qu'on a enclenché ça, on va mettre en œuvre des outils qui permettent de reconnaître automatiquement les pièces justificatives. Ça fonctionnait avant l'IA générative. Nous, on a mis en place ce genre de système. Aujourd'hui, notre solution, qui est une solution basée sur de l'open source, développée en interne, non IA générative, elle a déjà traité plus d'1 700 000 pages avec succès et ça permet d'avoir une immédiateté pour nos clients. Si par exemple il a renvoyé le mauvais formulaire, au lieu d'attendre 3 jours que quelqu'un regarde, c'est la machine immédiatement qui lui dit non, ça doit pas être ça, etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont très très concrètes, qui apportent une valeur énorme à nos clients et qui fonctionnent chez nous depuis quelque temps déjà. Et peut-être un mot sur la partie conversationnelle. Oui. L'analyse, c'est oui, alors sur les conversationnels, effectivement, merci. Donc ça, c'est une autre façon d'utiliser l'IA pour observer ce qui se passe entre nos clients et nous. Et donc, nous, on a mis en place des systèmes, encore une fois, développés en interne, encore une fois, développés avant l'IA générative, qu'on est sur de l'IA traditionnelle avancée, je dirais, qui permettent d'analyser automatiquement toutes les conversations qu'on peut avoir avec des clients sur certaines thématiques, comme la gestion des sinistres. Et ça, c'est vraiment extrêmement utile parce que ça permet d'identifier très vite les dysfonctionnements, ça permet d'identifier très vite les points d'insatisfaction de nos clients et de réagir en conséquence. Alors tout ce que je raconte là, je disais, c'est des choses qui ont été pensées, déjà développées avant l'IA générative. L'IA générative permet d'améliorer ces choses-là. On n'est pas du tout dans une logique où on va remplacer tout ça par de l'IA générative. L'IA classique avancée, ça marche très bien. Ça coûte beaucoup moins cher que l'IA générative. Donc, à chaque fois qu'on va pouvoir garder ça, on va le garder. Mais évidemment, il y a des choses qu'on peut améliorer grâce à l'IA générative. Alors, on parlera peut-être derrière, mais en tout cas, voilà. Alors, pour continuer sur cette amélioration du service au client, Jacques Olivier, on a vu tout à l'heure des exemples avec Jérôme, la Société Générale. Vous avez des exemples aussi concrets sur ce que vous avez fait, notamment avec vos SVI. Des sujets SVI, des sujets email et aussi des bots que vous avez dédiés chez Groupama. Il y a pas mal de choses intéressantes à l'échelle aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de choses. Alors, effectivement, on se rend compte qu'on tourne tous autour des mêmes sujets. C'est simple. Rassurant. Voilà, c'est plutôt rassurant. Après, ça va être une question, et là aussi, c'était dit par Mickaël, mais une question de curseur. Où est-ce qu'on positionne l'humain par rapport à l'IA ? Dans nos métiers, c'est pas évident. On pourrait faire du 100% IA. Ça, on sait le faire sur certains cas simples, je dirais. Ça passe très facilement. En revanche, on est dans un métier, et je l'ai dit tout à l'heure, et là on parle de sinistre notamment, donc c'est un peu compliqué de se dire on va pouvoir tout, on va laisser l'IA faire tout. Donc là-dessus, on va travailler, et c'est ce curseur qu'il faut positionner correctement. Qu'est-ce que je laisse à l'IA ? Qu'est-ce que je laisse à l'humain ? Comment est-ce que je détecte que mon client a besoin d'un humain tout de suite et pas d'une IA ? Parce que on l'a vu, et ça a été dit également, mais c'est vrai que aujourd'hui, les attentes clients sont assez prudentes autour de l'IA. Donc ça a été dit, mais moi ça me rappelle pas mal ce qu'on a vécu il y a une quinzaine d'années avec l'arrivée du mobile, d'internet, des médias sociaux, etc. C'est-à-dire que forcément on voyait des choses, les applis mobiles ça paraissait super, mais voilà, on était un petit peu prudent, on se demandait est-ce que les gens vont vraiment aller acheter sur leur téléphone. On se souvient des discussions qu'on a eues pour ceux qui travaillaient déjà
peut-être moins nombreux, mais qui travaillaient dans le domaine, une des questions en tout cas, c'était voilà, est-ce que vous pensez vraiment qu'un client va aller acheter, alors à l'époque moi j'étais en transport aérien, va acheter un billet d'avion sur son téléphone. La plupart des gens disaient bah non, quand même, ils vont pas sortir leur carte bleue, tout ça. Aujourd'hui, ça c'est un fait naturel, et d'ailleurs c'est même le téléphone qui paye directement le billet d'avion. Donc le sujet n'existe plus. Donc je suis assez confiant dessus, mais je pense qu'il va falloir aussi éduquer les clients autour de ça et leur montrer que on peut faire des choses mieux avec cette IA. Donc ça c'est vous avez fait par exemple aussi un bot sur le dégât des eaux, voilà, le gestionnaire. Donc, et c'est le sujet qui était là. Alors, si on prend le bot gestionnaire, j'ai entendu tout à l'heure le conseiller augmenté. Nous, on a plutôt tendance à parler dans l'autre sens. On dit c'est une IA augmentée par le conseiller, parce que finalement, l'IA va fournir un certain nombre de réponses. C'est-à-dire que c'est le bot classique. Le bot, il va chercher dans la base documentaire qu'on lui a donnée. Il remonte les réponses, il les formule de façon assez compréhensible, et ensuite c'est le conseiller qui relaie cette information vers le client. Donc ça s'appelle, celui-là, il y en a un qui est spécialisé sur les dégâts des eaux par exemple, donc c'est vraiment la procédure dégâts des eaux qui est ainsi remontée vers le conseiller et qui peut traiter la demande facilement. Et on a parlé du SVI piloté par l'IA aussi un petit peu avant, mais ce SVI, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on a des premières versions qui ont été faites avec plutôt des arbres de décision qui permettent d'orienter à peu près le client. Maintenant, on a l'IA générative qui nous permet d'aller un cran plus loin, de mieux comprendre effectivement tout de suite l'intention et de mieux dérouler par la suite. Donc ces projets-là, alors tu demandais des choses un peu concrètes, mais c'est vrai que ce sont des projets, certains ont déjà été mis en place et on est en train de les revoir aujourd'hui avec l'IA générative. Donc c'est le cas sur la détection, donc les SVI pilotés par l'IA, mais aussi sur le traitement des emails qui a été mentionné également. Donc là, on voit la force et le pouvoir, la force de tout ça, et on voit bien que on va être capable demain d'avoir un parcours peut-être 100% IA dans certains cas, et dès que l'IA, soit elle a un doute, soit elle détecte quelque chose, elle peut renvoyer vers l'humain, et derrière, on aura un conseiller qui répondra. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut aborder les choses, et c'est notre façon en tout cas de le faire. Merci Jacques-Olivier. Alors Sébastien, sur cette dimension, vous avez beaucoup d'exemples très, très, très concrets aussi, avec des impacts, notamment des choses que vous faites avec la voix aussi, le texte, le machine learning, et puis le fameux bar à prompt pour vos collaborateurs. Donc expliquez-nous. Bon, je ne vais pas plagier mes camarades. Effectivement, on fait tous à peu près la même chose. Donc, voix, texte, instructions de décision automatisées, etc. avec l'IA, tout ça, c'est en place, ça fonctionne. Plutôt parler du collaborateur. Donc, effectivement, l'intérêt de tout ça, c'est quand même de dégager du temps sur des activités chronophages pour les collaborateurs, pour les remettre sur du relationnel, sur des soft skills, nous, on travaille sur de la vie, essentiellement, en santé, en prévoyance. Donc, effectivement, on accompagne des clients qui sont dans des moments difficiles de leur existence, parfois. Et donc, effectivement, tout ça doit se faire au bénéfice de nos clients. Et on remet nos collaborateurs vraiment sur leur valeur ajoutée humaine, pour le coup. Et on a chacun notre image. Moi, j'aime bien parler de l'intelligence artificielle comme une espèce d'exosquelette, en fait, pour nos collaborateurs qui révèlent leur super pouvoir relationnel et leur super pouvoir en support aux assurés. Et effectivement, notre bar à prompt, donc on a mis en place alors je vais dire un chat GPT interne, même si on est agnostique en termes de LLM, au mois de septembre. On a 80% des collaborateurs qui l'utilisent, on a plus de 100 000 prompts déjà. La vocation, c'est effectivement d'avoir un bar à prompt qui permet d'industrialiser un certain nombre de cas d'usage. On peut même intégrer des choses dans un vieil AS400, c'est ce qu'on a fait, donc ça fonctionne. Voilà, donc en fait, on se sert vraiment de ce levier technologique pour faciliter la tâche à nos collaborateurs et leur permettre de se recentrer sur leur cœur de métier qui est l'accompagnement des assurés. On va poursuivre avec Benoît. Donc, pour illustrer Benoît, en avoir l'IA, ce que vous voyez aujourd'hui chez vos clients, sur cette dimension donc, de service aux assurés, et notamment même aussi en IA agentique, puisqu'il y a quand même quelques on l'a dit, il n'y a pas que l'IA agentique, ça dépend des applications et de quoi on a besoin. Mais en tous les cas, il y a aussi quelques exemples qui sont intéressants à nous partager, Benoît. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit, je suis tout à fait d'accord sur l'IA générative vient s'ajouter dans des processus qui existent et les améliorer. Le but, c'est pas de refaire à chaque génération d'IA. En revanche, il y a des choses qu'on ne savait pas faire avant l'IA générative. On voit que sur un certain nombre de sinistres, il y a 70% de l'information, même 80% de l'information qui est soit dans des documents, soit dans des notes de gestion, des données non structurées. Et savoir apporter cette information à un gestionnaire
en créant, alors pas seulement un résumé, mais vraiment d'avoir structuré l'information et l'aider sur la next best action. Je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est comme ça. D'accord. Et alors c'est du franglais. Et vraiment, c'est des choses où là, la technologie a fait un saut. Avant l'IA générative, on savait faire des choses, on savait extraire, on pouvait concevoir beaucoup d'arbres de décision. Mais là, en 2 dernières années, on a un saut qualitatif qui permet d'aller traiter des cas de sinistres plus rares, alors qu'avant, on allait se concentrer sur les très gros volumes et finalement les cas simples. Ça, c'est un premier élément. Et je pense que c'est la même chose avec l'IA agentique. L'IA agentique, où est-ce qu'elle va apporter une vraie différence ? C'est d'aller gérer des cas plus complexes. Alors l'IA agentique, je ne sais pas si ça a déjà été défini, c'est comme c'est nouveau, chacun a encore sa définition, mais fondamentalement, c'est comment aller utiliser des briques d'IA pour traiter des cas complexes en prenant des décisions successives. Et ça ne va plus être juste un cas d'usage ou une petite rustine à un niveau d'un process ou à un niveau de machine learning sur une optimisation. C'est vraiment savoir enchaîner plusieurs tâches, savoir prendre des décisions et dire à un moment, ben là, ce cas doit être traité par un humain en fonction et de prioriser, d'automatiser un certain nombre de tâches. Et là, on va pouvoir les traiter des cas dans la gestion d'un sinistre en prévoyance, par exemple, vous mentionnez, qui est un sinistre qui peut être très complexe. Comment on va aller le faire grâce à l'IA agentique. Donc voilà, c'est des cas comme ça, et ça continue à se développer avec une possibilité d'aller faire beaucoup plus, mais en s'appuyant sur ce qui a déjà été fait précédemment. Ça, on jette pas tout, on s'appuie sur ce qui a déjà été fait et on rajoute des traitements complémentaires. En fait, c'est vraiment ça l'objectif. C'est important parce qu'on a tous en effet des définitions un petit peu différentes, on l'a vu quand on préparait ensemble. Si on se remet sur la partie plus efficacité opérationnelle, alors évidemment on l'a dit, les deux sont extrêmement liés, et la performance, là aussi on va zoomer ensemble sur différents exemples. Je vais commencer par Sébastien sur cette dimension. Quelques exemples concrets sur ce que vous avez fait avec l'IA, la data, sur ça, notamment avec ce que vous avez appelé Fast Claim chez vous. Alors avant de parler de Fast Claim, effectivement, qui est notre IA appliquée au sinistre, je voudrais parler de l'agentique. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Benoît, je pense qu'on est plein dans la salle à expérimenter l'agentique. Et aujourd'hui, à l'échelle, à ma connaissance, il y a assez peu de monde qui le fait. J'ai en tête quelques exemples de grandes banques américaines qui, par exemple, ont pris un process de KYC où on a des squads d'agents qui se parlent et qui traitent l'intégralité du processus. Donc ça, c'est des choses qui existent, hein, c'est pas de la science-fiction. Pour autant, des gens qui l'ont fait à l'échelle complètement, je ne suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça. En tout cas, ma conviction, et elle est assez semblable à celle de Benoît, c'est je pense que de l'agentique, ça ne doit pas être considéré comme une rustine qui vient sur des bouts de process, mais plutôt effectivement un raisonnement de bout en bout sur un processus pour regarder comment est-ce qu'on peut enchaîner effectivement des agents qui permettent de l'automatiser. Et donc ça veut dire vraisemblablement des processus à fort enjeu. Et donc le processus sinistre de ce point de vue nous intéresse tout particulièrement chez Keris. Donc on est en train d'expérimenter comme tout le monde sur ce sujet-là. Heureusement, j'ai pas de scoop à ce stade sur de l'agentique là-dessus. Pour autant, plus prosaïquement, effectivement, on a mis en place un Fast Claim, donc qui est une IA qu'on a mise en place sur le traitement des sinistres. Alors, on l'a fait pour le moment avec 2 partenaires assureurs. On en a 2 autres dans le pipe en cours de discussion. Ça suscite évidemment, alors nous on est courtier délégataire, hein, donc on travaille avec les données de nos assureurs partenaires. Évidemment, on a quelques discussions sur l'usage qui est fait de leurs données et sur tout le respect de la confidentialité, etc. Fast Claim, concrètement, c'est une IA qui nous a permis d'automatiser dans 50% des cas la prise de décision en automatique sur les sinistres, grâce effectivement à la profondeur de données historiques qu'on a, hein, évidemment. Ce sont des modèles bayésiens, hein, pour ceux que ça intéresse, c'est assez classique. Et donc, dans 50% des cas, on a une décision qui est prise immédiatement. Ça nous a permis de ramener le délai de traitement à 3 jours. Quand on est sur des sinistres, comme on l'a dit, on veut que ça aille vite. Vous étiez à combien de jours avant le... Ça Beaucoup dépend plus. Selon les organisateurs oui, ou la police. 40 jours, 50 jours. Non, mais ça dépend. En fait, le vrai sujet, c'est le nombre d'allers-retours. Surtout là où on a beaucoup gagné, c'est sur la quantité de documents ou l'absence de documents demandés aux clients, puisque à partir du moment où on sait qu'il y a certaines causes de sinistre, on sait immédiatement que de toute façon, on va accepter le sinistre. Donc ça nous a permis d'augmenter nettement le NPS.
Je ne répondrai pas complètement à la question, mais on peut imaginer que ça se compte en dizaines de jours parfois quand il y a beaucoup d'allers-retours. Ça nous a permis aussi de diminuer les déclenchements d'expertise médicale, puisqu'il y a des cas où c'était absolument peu pertinent, donc on a fait moins 70% là-dessus. Voilà, donc voilà quelques chiffres pour illustrer FastClaim. C'est très clair. Alors, Mickaël, là-dessus, sur la dimension d'efficacité opérationnelle aussi, vous avez beaucoup d'exemples concrets avec des impacts, avec aussi le fast track dont on a commencé à parler. Oui, alors effectivement, alors c'est très très difficile de distinguer expérience client d'efficacité opérationnelle parce que la plus grande insatisfaction de nos clients, c'est le fait qu'on mette des jours à répondre à leurs attentes ou des jours à prendre des décisions sur le sinistre. Donc les deux sont évidemment intimement liés. Mais avec tous les dispositifs dont on a pu parler, nous on a clairement divisé par 10 par endroit où on mettait quelques jours et on est passé à quelques heures, voire parfois simplement de la réponse quasi immédiate. Donc l'impact là-dessus est absolument énorme. Peut-être pour aller un petit peu plus loin par rapport à tout ce qu'on s'est dit là, la question demain, c'est quel dispositif complet de gestion de sinistre en autonomie pour nos clients on va mettre à disposition. Donc il y aura vraiment, et ça rejoint l'image de curseur qu'on évoquait tous ensemble tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va garder à l'humain et pourquoi? Et on voit bien que globalement, on doit pouvoir diviser par 2 le nombre d'humains dédiés à la gestion des sinistres dans les années à venir. Mais pour ça, il faut construire des dispositifs où le client va se sentir bien, va se sentir en autonomie, va se sentir soutenu. Donc on est loin du process de traitement de sinistre digital qu'on connaît aujourd'hui. On est dans un environnement plutôt conversationnel où le client va pouvoir poser plein de questions sur son sinistre, voire sur son produit, va pouvoir même venir avant d'avoir un sinistre pour comprendre comment ça va se passer avant. Donc c'est tout cet environnement. Alors nous, on est en train de penser de construire ce type d'environnement qui pour nous va avoir un impact majeur, encore une fois, d'un point de vue expérience client et d'un point de vue efficacité opérationnelle, parce que on va penser les choses totalement différemment. On va penser, il y a un univers du sinistre qui va pouvoir être géré en totale autonomie et avec une super satisfaction de nos clients et ouvert à plein d'interactions et plein de questions. Et puis, à la demande du client, ou pour les cas où ça ne sera pas possible d'être géré en autonomie, parce que bien entendu, tout client à tout moment pourra sortir de là pour aller parler à un être humain, il pourra s'adresser à un être humain. Et donc, oui, mais les gains à venir sont objectivement très importants. Ouais. Oui, un potentiel en termes de gains. Alors, Jacques-Olivier, vous, pour Groupama, sur cette dimension, vous avez pas mal de choses intéressantes aussi, comme par exemple votre IA Factory, votre programme d'Open Innovation. Enfin, vous êtes aussi ouvert à l'extérieur pour créer pour utiliser l'IA justement pour les sinistres. Il y a pas mal d'exemples. Oui, tout à fait. Oui. Donc, il y a l'intérieur aussi, il y a votre SI interne aussi, il y a les deux. Bien sûr, parce qu'effectivement, je pense que la limite à tout ça, elle n'est pas dans la technologie pure. Je pense que ça, la techno, on la maîtrise, on voit bien les résultats dans tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. On peut avoir des résultats assez vite. La complexité, elle est plus dans l'intégration de cette IA dans nos systèmes d'information existants, dans nos process également, c'est-à-dire qu'il faut, là aussi, c'est une question de curseur, ça a été dit, mais vraiment de positionner cette IA là où il faut, dans nos process, dans nos SI, et c'est pas la partie la plus facile, c'est-à-dire que c'est un peu toujours la même chose, hein, c'est le dernier kilomètre, mais aussi le premier kilomètre qui parfois est un petit peu complexe, et donc nous sommes organisés autour de ça. Alors en interne, effectivement, avec une IA Factory qui a été créée il y a déjà plusieurs années, et qui est là aussi une sorte de laboratoire pour aller tester les solutions, regarder comment elles fonctionnent, envisager l'intégration, bien sûr, donc créer le socle technologique qui va nous permettre d'utiliser cette IA au mieux. Donc ça, c'est un point très important.
On a un programme d'open innovation aussi, donc on travaille avec des startups pour étudier déjà d'une part leurs promesses, c'est-à-dire si ce que nous disent ces startups, c'est bien la réalité, et ensuite de voir comment on pourrait l'intégrer dans nos systèmes d'information et dans nos process. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de ce programme d'open innovation avec des startups, on a aussi tous les éditeurs qui développent des solutions internes d'IA, des modules d'IA qui sont intégrés. Il y a Pega dans le même bâtiment également qui propose des solutions maintenant. Donc c'est vrai que d'un point de vue, lorsqu'on est en train, alors pour les personnes qui font de l'innovation et qui sont en train de regarder ce qu'on va faire demain, il y a beaucoup de possibilités et il faut arriver à faire le tri dans tout ça. La technologie va très très vite et ça, c'est quelque chose qui change un petit peu la donne pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'on dit aujourd'hui, dans 3 mois, dans 6 mois, ce sera peut-être pas tout à fait aussi vrai. Et on le voit dans des projets qu'on mène actuellement. Alors dans ce qu'on a fait, par exemple, sur la partie sinistre. Sur la partie auto, vous avez une expérience intéressante aussi ? Ouais, voilà. Donc sur la partie auto, c'est la gestion des sinistres avec un outil qui s'appelle Adaya et avec de l'IA et qui va donc, à partir d'une prise de photo faite du véhicule endommagé, avoir une analyse par l'IA des dommages et on peut aller comme ça jusqu'à l'indemnisation en automatique du sinistre. Et ça, aujourd'hui, alors sur 50 000 dossiers qu'on avait traités, on avait à peu près 10% qu'on pouvait faire en totale autonomie avec de l'IA et le reste dépend évidemment de différents éléments. Le reste, c'est avec l'expertise, Ouais, mais déjà 10%, c'est pas mal. Oui, mais là où justement, je parlais de l'intégration dans nos systèmes ou nos processus, lorsqu'on est sur le sinistre auto, on a des intermédiaires, on a les garagistes, on a des experts aussi, des cabinets d'experts qui passent encore par là. Et donc, c'est là où c'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'il faut que la chaîne soit complète de bout en bout pour, depuis cette prise de photo dont je parlais jusqu'à l'indemnisation, on ait bien le chemin complet qui soit fait. Et c'est pas la partie la plus facile. Donc on a tous des enjeux sur ce sujet-là. Mais donc on a d'autres champs d'application sur l'IA. On a par exemple un autre domaine, ça va être la formation. Je pense qu'aujourd'hui, pour nos collaborateurs, on a des sujets de formation assez importants et on a développé un coach IA qui permet à des collaborateurs commerciaux d'aller s'entraîner sur notre nouvelle offre santé. C'est-à-dire qu'il a une interaction avec le collaborateur, une interaction avec une IA et il va dérouler son discours commercial et l'IA derrière va pouvoir le coacher, donner des pistes d'amélioration, identifier les points d'amélioration, mais aussi les choses qui ont été bien faites. Et on peut ainsi vraiment customiser cette formation à base d'IA. Donc, ce que je voulais dire là, c'est vraiment le champ des possibles. Il est très 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 large, très. On a pas mal de choses. Il faut être vigilant, il faut être présent, suivre. Les technologies avancent très vite et cette histoire d'intégration dans nos SI et dans nos process, ça va être la clé, je pense, pour réussir la partie opérationnelle, parce qu'on était sur la partie opérationnelle, avec évidemment un œil sur le retour sur investissement en permanence. Il y a un coût derrière cette IA, donc il faut le gérer. Il y a des bénéfices, bien entendu, donc il faut les mesurer aussi. Et puis, il y a la satisfaction client, qui était le point précédent. Mais voilà, ce ROI n'est pas aussi simple que ça. Et aujourd'hui, on parle de chiffres. Tout à l'heure, on a donné quelques volumes. Mais ces volumes-là, ils vont progresser. Donc, le retour sur investissement, la pente, on ne la connaît pas forcément. Mais on sait qu'elle est positive, donc ça va aller. Et là aussi, je nous renvoie un petit peu à la quinzaine d'années dont je parlais tout à l'heure, avec le déploiement du mobile, des médias sociaux de l'époque. Voilà, à l'époque, on faisait des business plans sans trop savoir où est-ce qu'on allait. On mettait là aussi des courbes plutôt positives et finalement, l'histoire a donné raison. Ça a bien fonctionné, donc je suppose qu'on va faire pareil avec ces sujets-là. On va continuer avec Benoît. Donc sur cette dimension d'efficacité opérationnelle, là aussi, vous avez mis en place beaucoup de choses avec vos différents clients. Est-ce que donc il y a des sujets que vous voulez nous repartager sur justement cet apport d'efficacité sur les dossiers, les tâches répétitives? Il y a plein de sujets, c'est vaste, mais les quelques points à mettre en lumière. Peut-être de dire que nous, notre positionnement, on est un prestataire, on travaille avec vous tous assureurs, donc finalement cet enjeu de pilotage, cet enjeu de rentabilité, de savoir expliquer ce qu'on fait, comment on le fait et quel est le ROI du projet, on l'a peut-être encore plus que les directions internes. Et donc c'est quelque chose qu'on suit et on ne fait pas de projet pour faire de l'innovation. Nous, on répond à un enjeu métier en utilisant la meilleure technologie et donc ça doit avoir un bénéfice qui se mesure en des KPI clairs. On a parlé de satisfaction client, si on revient sur le côté opérationnel,
Bien sûr, sur les 20-25% de sinistres les plus simples, sur des lignes auto-habitation, on va pouvoir automatiser à 2/3, et donc c'est des gains d'ETP directement sur ça. Mais finalement, c'est pas là qu'il y a le plus grand impact, parce que finalement, c'était des sinistres qui étaient déjà simples à traiter, et donc au total, on automatise entièrement quelque chose qui était déjà facile à faire, et donc finalement, au total, c'est pas là où on va avoir un impact majeur. Ça va plutôt être sur comment on aide les gestionnaires sur les sinistres complexes, en priorisant, en faisant le bon triage. Et là-dessus, le gain, il va pas être. Enfin, on va aider les gestionnaires, mais là, pour moi, le gain principal va pas être sur le nombre de gestionnaires, mais c'est plutôt sur la charge sinistre. En priorisant les bonnes décisions, en traitant les bons sinistres, dans un cas d'événements de grande ampleur, quand tous les plateaux sont débordés et qu'on a des sinistres qui s'entassent ou des actions, le fait de savoir traiter ceux qui ont des risques d'aggravation, ceux qui vont avoir où l'impact financier peut être supérieur, nous on observe des gains qui vont entre 1 et 4% sur la charge sinistre, en ayant vraiment mis en place. Et donc là, c'est des gains importants. Et donc ce gain de 1 à 4% sur la charge sinistre est plus important que les 10, 20, 30% d'impact gestionnaire. Mais c'est là où l'IA agentique peut aider justement. Ce qu'on se disait, c'est ça va au-delà. Ça peut aider à aller au-delà des règles métiers. Par exemple, c'est un exemple assez concret. Vous avez déjà fait des choses comme ça, donc sur les enchaînements d'actions, sur des choses qui peuvent être vraiment utiles dans des cas justement de complexité aujourd'hui. Même si on en est au début, on est tous d'accord, mais il y a quand même des exemples qui sont mis en place. Tout à fait. Et ce qui est, alors, peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est grâce à la structuration de la donnée qu'on va pouvoir faire grâce à l'IA, et ça on n'en parle pas assez, on va avoir une richesse d'informations beaucoup plus que quand tout se faisait dans la tête d'un gestionnaire. Quand on va aider les gestionnaires, et ben on va pouvoir découvrir que finalement des processus qui n'étaient pas écrits, n'étaient pas optimisés, peuvent être faits différemment. Et finalement cette IA agentique va à un moment pouvoir proposer d'améliorer les processus. Alors vu comme ça paraît un peu le futur, et ça peut même faire peur, mais non, c'est de façon pilotable. On observe que dans une gestion de sinistre, au total, il y a certains sinistres qui auraient pu être gérés différemment, et on aurait eu un gain d'efficacité, un gain sur la charge sinistre, et ce sont les agents IA et le fait d'utiliser cette IA agentique qui nous permet d'aller mesurer, et après de façon consciente de décider qu'on va changer les processus, qu'on va changer les règles pour finalement homogénéiser les meilleures pratiques dans la gestion du sinistre. Donc ça, c'est un sujet qui est intéressant aussi pour demain, parce que ça va vraiment permettre aussi d'aider à réadapter, revoir et ajuster les process, et c'est le début, hein, c'est ce qu'on se disait. On va faire un petit tour de conclusion. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes tous spécialistes de ces sujets. Donc, on aimerait avoir votre vision, en fait, à chacun, sur vraiment l'impact de l'IA demain. Mais demain, pas dans 150 ans, dans 3-4 ans, sur la gestion des sinistres. Hein. On se focus bien sur la gestion des sinistres. Alors, je vais commencer par Jacques-Olivier. Merci de commencer par moi. Parce que comme on dit assez souvent la même chose entre nous, j'aurais la primeur du sujet. Mais non, sérieusement, je pense que s'il y a un mot à mettre derrière cette idée, c'est vraiment la facilitation. C'est-à-dire qu'il faut faciliter les sinistres pour le client, pour le collaborateur. On le disait au début, on l'a dit plusieurs fois, c'est un métier complexe. Il y a beaucoup de cas de figure, il y a beaucoup de complexité. Donc, si on peut travailler, s'il y a, avec tout ce qui a été dit aujourd'hui, toutes les convictions qu'on peut avoir et toutes les attentes qu'on a également autour de ce sujet, peuvent nous aider à faciliter le parcours sinistre du client et du collaborateur, je pense que là, ce sera gagné. Et tu parlais de 3-4 ans. Je disais tout à l'heure, ça va tellement vite qu'on ne sait pas forcément. Donc 3-4 ans, c'est très très loin. Il faut parler peut-être 6 mois, 1 an. 6 mois, 1 an, on aura des choses qu'on entend aujourd'hui qui semblent encore. On a vu tout à l'heure un SVIA, une petite démo avec la Société Générale, mais voilà, on voit ça. Ça va encore évoluer, la fluidité des discussions, etc. Donc voilà, beaucoup d'attentes autour de ça, mais voilà, j'espère et je sais que ça va nous faciliter la vie, tous ces sujets. Benoît, ta vision sur cette transformation ? Premièrement, la modestie. Comme tu le disais, si on se retourne 3 ans en arrière, on n'avait pas conscience de ce qui allait arriver, donc soyons modestes.
Après, je pense que ce qui restera, c'est qu'à la fin, on veut transformer des organisations, transformer des processus. Et donc, ça ne va pas magiquement en 3 mois changer notre organisation. Et ce n'est pas une innovation de rupture comment dire, comme les LLM ou l'IA agentique. C'est vraiment comment on s'empare de ces sujets pour transformer nos organisations et faire des projets. Et là, en général, quand on commence à parler données, data, compliance, explicabilité, ça met un peu plus que 3 mois. Mais c'est aussi là qu'on va aller chercher la performance. Donc, il faut trouver la bonne mesure entre toutes ces innovations qui sont incroyables. Et donc, nous, on est vraiment persuadés que ça va vraiment changer la façon dont on gère les sinistres. Mais comment on les intègre dans des projets qui restent complexes dans un écosystème d'assureurs. Donc, ça va permettre d'aider à résoudre la complexité de certaines actions sinistres, si je résume. Oui. Sébastien, votre vision ? Moi, je pense que demain, l'IA ne fera toujours pas l'expérience client, donc ça, faut quand même pas l'oublier, ça reste un levier. Donc ça, je pense qu'il faut continuer à raisonner client et expérience avant toute chose, et servir des leviers technologiques qui vont bouger. Et mon deuxième message, c'est effectivement, il y a ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas de demain. Ce que je trouve plus intéressant, c'est que je pense que ça vient percuter les modèles opérationnels tout court, pas simplement la partie sinistre et la partie opération. Quand on voit ce qui se passe sur le vibe coding et la manière dont on développe aujourd'hui, on produit des user stories, on développe des cas de test, etc. Et la rapidité avec laquelle c'est possible, moi, ce qui m'interroge, c'est comment mon organisation va s'adapter à cette rapidité-là pour être capable derrière de proposer des solutions différentes. Et l'un des freins, peut-être, plutôt plus, alors tu parlais d'organisation, je parle de modèle opérationnel, mais c'est la façon dont on va fonctionner avec ces innovations. L'intégration de tout ça, Exactement. qu'elle soit utile et que ça soit pas trop rapide en fait. Tout à fait. Ça peut tout casser au final aussi. Ouais, ou aller plus vite. Et Mickaël, alors le mot de la fin. Effectivement, après avoir démarré, c'est moi qui termine. Alors je fais d'abord mien toutes les belles conclusions de mes petits camarades que je partage. J'insiste peut-être sur un point, c'est l'IA, c'est 80% d'IT. Et de l'IT lourde, coûteuse, complexe. Voilà, je pense que ce challenge-là, il est majeur. C'est facile de mettre des outils comme ça, surtout... Voilà, on a envie d'aller vite, on a envie de montrer qu'on sait bien faire, mais gérer tout ça durablement en termes de maîtrise des coûts, maîtrise des infrastructures, maîtrise de la protection de la donnée, maîtrise de l'auditabilité, quand tous nos gentils régulateurs viendront regarder tout ça, il y a un challenge majeur là, et je pense que ça, il faut pas le négliger. Merci beaucoup. Alors, on peut vous remercier tous les 4 pour ces échanges et ces éclairages. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Bravo.